Bismillah. Dans la lumière de ce beau dimanche après-midi, Héloïse Carmichael se força à prendre une démarche décidée en remontant l'allée de la maison de Sam McGill. Quand il s'agissait de sa personne, l'avocat semblait posséder un sixième sens, et elle aurait donné sa tête à couper que, l'ayant senti arriver, il l'observait depuis une fenêtre. Or, il ne fallait surtout pas que cette visite impromptue lui donne des illusions. Aussi, accélérant l'allure pour bien signifier qu'elle venait pour affaire, se redressa-t-elle de toute sa hauteur, ce qui n'était pas chose aisée. Perchée comme elle l'était sur ses délicats souliers de soie vert à haut talons, assortis à son tailleur, parvenue devant l'imposante porte d'entrée, elle pressa la grosse sonnette en cuivre, serrant sur son cœur son sac à main en chevreau du même vert, et attendit l'arrivée de Sam. Celui-ci, à l'ouverture de la porte, marqua une surprise non feinte. Elle le vit écarquiller les yeux comme des soucoupes et trouva que cela donnait encore plus qu'à l'ordinaire l'air d'un vieux hibou. Pour couronner le tout, une rougeur de jeune fille lui monta aux joues. Pour une fois, cette réaction prévisible était pour elle moins une gêne qu'un atout, car aujourd'hui elle avait décidé de tirer outrageusement parti de l'intérêt évident que Sam lui portait. Héloïse, s'exclama-t-il en souriant chaleureusement, quelle agréable surprise. Il fallait admettre que c'était agréable de savoir qu'il y avait au moins un homme toujours ravi de la voir. Au cours des dernières années, les attentions de Sam avaient quelque peu contrebalancé les rebuffades qu'elle avait dû endurer de son beau-fils. Que puis-je faire pour vous demanda l'avocat, comme à chacune de leurs conversations. Est-ce que cet homme ignorait l'existence de formules telles que bonjour ou comment allez-vous? Comme il souriait toujours en fixant sur elle un regard plein d'espoir où se lisait une adoration sans faille, elle se dit, un peu gênée, qu'elle n'aurait peut-être pas dû venir ici. Baissant le regard, elle découvrit avec stupéfaction qu'il était en pantoufles. Oui, c'était bien des pantoufles que portait l'avocat, des espèces de savates à carreaux marron et beige qui avaient vu des jours meilleurs beaucoup de temps auparavant, en juger par leur usure au niveau des orteils. Sous le choc, elle se retint pourtant de tout commentaire, consciente de ce que sa réaction avait d'exagéré. Tout de même, jamais James, lui, ne serait allé ouvrir en pantoufles. Mais James était mort. Il faut que je vous parle, d'Adam, déclara-t-elle avec un tremblement dans la voix, provoqué autant par le chagrin à l'évocation de son mari défunt que par les soucis que lui procurait son beau-fils. Je sais que j'aurais dû vous téléphoner au préalable, mais je craignais que vous ne refusiez de me voir. Refuser de vous voir? Jamais de la vie. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Se récria Sam. En reculant pour la faire entrer, il trébucha aussitôt dans une grande jarre chinoise qui lui servait de porte-parapluie, laquelle bascula en projetant son contenu sur le plancher parfaitement ciré. Oh zut! Attendez, je vais réparer ça. Après s'être penché pour ramasser les parapluies, il fit choir en se redressant un chapeau accroché au porte-manteau au-dessus de sa tête, sachant qu'il faudrait quelques minutes à Sam pour recouvrer son sang-froid. Héloïse attendit patiemment qu'il ait fini de bafouiller et de se cogner au meuble. Il n'avait jamais levé les yeux sur elle pendant toute la durée de son mariage avec James, pas plus que durant les premières années de son veuvage. Mais depuis 3 ans, il était apparemment tombé follement amoureux. Depuis, dès qu'il l'apercevait, il faisait tomber tout ce qu'il touchait, sortait de remarques stupides et rougissait comme une rosière. On aurait dit un adolescent troublé, l'acné en moins. Elle appréciait l'inaltérable fidélité de l'avocat, mais regrettait d'être trop bien élevée pour s'autoriser à lui faire comprendre, sans embâche, qu'il faisait fausse route. Aucun homme ne pourrait succéder dans son cœur à James Carmichael. Oh, et puis que son mari aille au diable. Allez, nana, comment avait-il pu l'abandonner ainsi et faire d'elle une veuve? Est-ce qu'il se rendait compte de la solitude de ses journées et de ses nuits? Quand Sam eut retrouvé une once de sang-froid et ne présenta plus un danger pour tous les objets à sa portée, elle le suivit dans le salon. N'étant encore jamais venue chez lui, elle observa le décor avec curiosité.
Les canapés en cuir et les tables de bois ciré donnaient une touche d'élégance virile à la pièce au plafond. L'atmosphère était réchauffée par les étagères pleines de livres et un grand tapis de haute laine couleur chocolat. Confortable et ordonné, ce salon respirait le luxe et le bon goût. Adam lui avait toujours dit que Sam était l'avocat le plus brillant de Memphis. Peut-être l'homme possédait-il une autre face que celle d'adorateur béat et maladroit, après tout. Elle s'approchait du canapé le plus proche, où une odeur épicée reconnaissable entre toutes vint lui chatouiller les narines et le faire tousser. Une légère vapeur bleue s'élevait de la table basse. Je vais débarrasser tout ça, déclara Sam en s'empressant de repousser son journal étalé sur la table et d'attraper son cigare pour l'écraser sans pitié dans un cendrier en cristal. Merci, dit Héloïse, qui attendait toujours poliment qu'il lui propose un siège au lieu de la boire des yeux. Comme vous êtes élégante, Héloïse, la complimenta-t-il maladroitement. Ce tailleur vert, vous êtes d'une fraîcheur croquante. Qu'en termes choisis, ces choses-là étaient dites. Pas étonnant que cet homme n'ait jamais réussi à se trouver une épouse. À vous entendre, on croirait que je suis une pomme rainette. Excusez-moi, rougit-il, je voulais dire que vous êtes, bégaya-t-il, avec une consternante convoitise dans les yeux. Pitié, je ne peux pas m'attarder, car je suis invité à dîner, m'informa-t-elle, chez une amie, précisa-t-elle charitablement, en voyant qu'il s'alarmait déjà. Vous êtes splendide, lâcha soudain Sam, comme s'il venait enfin de trouver le terme exact, et ces chaussures vous vont à la perfection. Elle ne put s'empêcher de sourire à cet éloge, et oui, elle était encore vaniteuse. Vous savez, Sam, la prochaine fois que vous rencontrerez une femme attirante et libre, je vous conseille de lui adresser ce genre de compliment. Vous serez étonné du résultat. Mais vous êtes une femme à... Pourrions-nous, s'il vous plaît, parler d'Adam à présent lui coupa-t-elle avec fermeté. Pour son hôte lui ayant enfin proposé de s'asseoir, elle s'installa sur le canapé, les chevilles discrètement croisées, tandis qu'il prenait place dans le fauteuil le plus proche. Sam, vous devez tout me dire sur ce mariage, commença-t-elle en cherchant le juste milieu entre le temps de la prière et du commandement. J'ai tenté d'en discuter avec Adam au téléphone, mais vous le connaissez aussi bien que moi. Il n'a rien voulu me dire. Et maintenant il ne prend même plus mes appels. Que se passe-t-il donc? Adam s'est marié, répondit l'avocat, visiblement mal à l'aise, en passant la main dans ses cheveux gris. Mais enfin, d'où sort cette fille? S'énerva-t-elle en s'agrippant à son sac à main, consciente que sa voix grimpait dans les aigus au fur et à mesure que se pressaient sur ses lèvres les questions qu'il avait tenu éveillé 2 nuits entières. Quand a-t-il fait sa connaissance? Est-ce qu'il en est amoureux? Sam, j'ai très peur que mon insistance à le pousser à se marier ait conduit Adam à commettre une folie. Adam est mon client, Héloïse, éluda l'avocat d'un ton ferme, en s'agitant sur son siège comme sur des charbons ardents. Vous savez bien que je n'ai pas le droit de vous répondre. Enfin, Sam, nous sommes amis, vous et moi, répliqua-t-elle avec un sourire. Vous pouvez au moins me dire si cette femme est jolie. Et surtout, si elle aime vraiment Adam, ajouta-t-elle, sincèrement inquiète. Je ne pourrais pas supporter qu'une aventurière lui mette le grappin dessus pour lui extorquer ce qu'il possède. En plus de tout ce que ce pauvre garçon endure déjà de son cousin et de sa tante, vous pouvez au moins me dire s'ils ont signé un contrat de mariage. Non, je n'en ai pas le droit, déclara l'avocat imperturbable, avec un geste qui signifiait son impuissance. Est-ce que vous pensez qu'avec ce mariage, Anna May va être déboutée? Demanda-t-elle néanmoins. Si Adam avait épousé une femme intéressée, autant que cela lui serve au moins à se débarrasser d'une autre. Sam se mit à tousser, à s'en arracher les poumons, avec l'intention évidente d'ignorer sa question. Pensez-vous vous en tirez par une quinte de tout? Le tensa-t-elle d'un ton réprobateur. Vous n'êtes peut-être pas autorisé à me parler d'Adam, mais vous pouvez tout de même me parler d'Anna May. Vous connaissez aussi bien que moi votre belle-sœur, répliqua Sam avec réticence. Ah, ça oui, et même trop, pas son goût. La sœur de James était tellement accrochée à son fils unique, Henry, sur lequel elle veillait comme une louve depuis sa naissance, que le pauvre garçon n'avait jamais pu couper le cordon ombilical. C'était l'opposé de son cousin Adam, si indépendant et volontaire.
Lui arrivait pourtant de se dire que des relations ne seraient qu'un tout petit peu plus proches avec son beau-fils auraient pu être agréables, sans aller jusqu'aux excès d'Anna May avec Henri. Emmenez-moi le voir, je vous en prie, Sam. Nous sommes amis, vous et moi, supplia-t-elle en posant par inadvertance sa main sur celle de l'avocat. Aïe! Avec une de ses amies, ce genre de geste n'aurait pas prêté à conséquence, mais avec Sam. Troublée par ce contact, elle accentua pourtant la pression de ses doigts sur la main de son interlocuteur. Depuis combien de temps n'avait-elle pas touché une peau d'homme? Oh, James, James! L'avocat, devenu écarlate, dégagea sa main et se leva. James était un de mes plus proches amis, lança-t-il, et pendant une seconde, elle se demanda s'il avait lu dans ses pensées. C'est aussi le cas d'Adam. En revanche, nous savons très bien tous les deux que vous ne me considérez pas du tout comme un ami, Héloïse, comme vous savez aussi bien que moi que je ne vous vois pas seulement comme une amie, ajouta-t-il sans lui laisser le temps de répliquer. Elle rougit et fixa perplexe l'avocat, dont la fougue s'était déjà évanouie aussi vite qu'elle avait surgi. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour vous, proposa-t-il aimablement, vous conduire à votre dîner par exemple, ou bien si vous souhaitez boire un verre de vin avec moi ce soir, venir vous rechercher. Cet homme lui offrait toujours ses services d'une manière qui sous-entendait qu'elle était une incapable. Elle se leva précipitamment du canapé avec beaucoup moins d'élégance qu'elle ne l'aurait désiré. Merci, répliqua-t-elle d'un ton impérieux en se dressant sur ses ergots. Je sais conduire. Vous ne cessez de me demander ce que vous pouvez faire pour moi, mais quand je vous le dis, vous refusez de me contenter. Alors arrêtez de répéter ces mots vides de sens. Puis, se retirant avec dignité, elle jeta par-dessus son épaule. Permettez-moi de vous dire, Sam McGill, que vous n'êtes pas un gentleman. L'après-midi du dimanche s'étirait confortablement et Adam était plongé dans la page financière du journal. Adam, est-ce que nous sommes riches et célèbres? Lança soudain Casey. Levant les yeux de son journal, il vit qu'à côté d'elle, sur le canapé, était assise la femme de chambre de l'hôtel, le visage rouge et les yeux gonflés, et que Casey lui tapotait la main pour la réconforter. Que diable, Lana, cette fille faisait-elle là? Nous demanda-t-il avec méfiance. Monsieur et Madame Carmichael? À ces mots, il eut un mouvement de recul qui fit sourire Casey. Pourquoi me demandez-vous ça? Lança-t-il, observant que le mouchoir dans lequel la femme de chambre était en train de pleurer à seaux ressemblait fort à l'un des siens. Quelle que soit l'explication de cette surprenante situation, il subodorait qu'elle ne lui plairait pas. En fait, je me demandais si les gens font toujours ce que vous voulez qu'ils fassent, précisa Casey. La plupart du temps, excepté les membres de sa famille. Parfait, n'ayez pas peur, Ria, nous allons vous aider, expliqua la jeune femme en se tournant vers l'employé qui bredouillait quelque chose d'incompréhensible en espagnol. Mais Casey, murmura-t-il en désignant discrètement la femme de chambre, en espérant que la fille ne comprendrait pas ce qu'il disait. C'est du chantage affectif. La pauvre Ria n'a pas vu son fiancé depuis 6 mois, se récria Casey en tournant vers lui des yeux écarquillés. Il n'a pas de permis de travail et se trouve coincé au Mexique. Je pleurerais moi aussi dans une situation pareille. Est-ce que c'est elle qui vous a demandé de l'aider? Cette fille avait un sacré culot. Il allait se plaindre de ce pas à la direction de l'hôtel. Bien sûr que non, répliqua Casey, outragé pour sa nouvelle amie. C'est moi qui le lui ai proposé. C'était bien pire. Je croyais que nous devions être égoïstes. On ne peut pas être égoïste à ce point. Alors ça ne marchera jamais. Sans écouter, Casey s'empara du téléphone pour prier le directeur de l'hôtel de monter dans leur suite. Quand l'homme se présenta, elle lui enjoignit aussitôt d'engager les démarches indispensables pour obtenir au fiancé de Ria un permis de travail et lui offrir par la suite un emploi dans l'hôtel. Mon mari et moi vous en serions extrêmement reconnaissants, conclut-elle avec une assurance impressionnante. Comme le directeur rechignait, elle lui prit la main en le pressant d'accéder à sa demande. Prise en otage par Casey, qui lui serrait la main tout en battant des cils, que pouvait faire le pauvre homme, sinon céder? Tandis que le directeur était gratifié d'un éblouissant sourire, la femme de chambre planait sur un petit nuage.
Adam s'empressa de la congédier avec un pourboire qui devait correspondre à plus d'une semaine de salaire. C'était pourtant contraire à tous ses principes, qui consistaient à ne faire des dons qu'à travers le truchement d'associations caritatives. Est-ce que par hasard il chercherait à obtenir un sourire d'approbation de Kesey, comme le directeur? Ridicule. Pourquoi attacherait-il la moindre importance à ce que ce petit bout de femme pensait de lui? Vous voyez comme c'était simple, conclut Kesey, quand ils se retrouvèrent enfin seuls. Son visage était illuminé de ce beau sourire qu'il commençait à connaître. Ce sourire qui poussait tant de gens à lui confier leurs problèmes et faisait fondre le cœur des directeurs de palace. Est-ce que ce n'était pas une autre forme de manipulation? Ce que je remarque, déclara-t-il d'un ton provoquant, c'est que vous êtes aussi forte pour exercer du chantage affectif que pour en être la victime. Vous avez poussé sans vergogne cet homme à agir contre l'éthique de son métier. Quand il vit la jeune femme porter la main à la bouche, horrifié, il n'en éprouva cependant pas la moindre satisfaction. Peu habitué à dormir dans un canapé, Adam se réveilla dans son sommeil inconfortable, au beau milieu de la nuit. Le cadran digital de l'horloge à l'autre bout de la pièce indiquait 1h30. Il perçut de nouveau à l'étage le bruit qui avait dû provoquer son réveil, des pleurs étouffés. Kesey, écartant à la hâte le drap qui le recouvrait, il s'extirpa du canapé, saisit son pantalon sur le dossier d'une chaise et l'ayant enfilé, se rua dans l'escalier. Kesey, appela-t-il doucement. Il découvrit la jeune femme étendue au centre du lit, démesurée. Elle avait dû faire un cauchemar, mais semblait maintenant paisiblement assoupie. Le haut de son corps émergeait de la couette, à peine recouvert d'un léger déshabillé en satin turquoise qu'elle avait dû prévoir pour sa lune de miel. Adam, la bouche sèche, eut brusquement l'impression de se retrouver dans la position d'un voyeur. Mais non d'un chien, ce n'était pas sa faute. Il aurait vraiment fallu ne pas avoir de sang dans les veines pour ne pas se rendre compte que Kesey était une femme splendide, même quand elle était habillée, et en plus, elle était son épouse. Ne commence pas à penser ça. Son mariage avec Kesey était un arrangement strictement commercial, sans obligation et pour une période de temps limitée, comme le proclamaient certaines publicités qui, en revanche, ajoutaient toujours « satisfaction garantie ». Frustré, il retourna se coucher sur son canapé, sans arriver à trouver le sommeil. Le lundi matin, pourtant son jour préféré, Adam émergea de son lit épuisé, les nerfs en pelote et encore plus soulagé que d'habitude de voir le week-end s'achever. S'il avait eu le choix d'une partenaire pour organiser un faux mariage, il aurait choisi quelqu'un de plus coriace que Kesey. Quelqu'un qui aurait poursuivi son objectif sans se préoccuper de laminer les sentiments d'autrui. Jamais il n'aurait choisi une petite nature qui se laissait apitoyer par les pleurnicheries d'une femme de chambre qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et pire, qu'il entraînait sans aucun scrupule dans ses délires. Tout en empaquetant ses affaires dans sa valise, en prévision de leur retour à la vie réelle, il décida qu'il ne laisserait pas une donzelle le détourner des tâches pressantes qu'il avait à accomplir avant la fin de leur cohabitation. « Il faut que nous établissions des règles de conduite, déclara-t-il en rejoignant la jeune femme, qui avait bouclé ses bagages et était prête à partir. Ce qu'il trouva appréciable, car il détestait les femmes qui le faisaient attendre, fit-elle en levant les yeux de sa broderie. Elle avait emporté un ouvrage au point de croix pour sa lune de miel. Fallait-il admirer son réalisme ou s'apitoyer sur sa vie sexuelle? Jo et elle couchaient-ils ensemble depuis si longtemps qu'elle n'attendait rien sur ce plan-là, quand elle était partie pour se marier? Il se renfrogna à la pensée des rapports intimes qu'elle avait pu avoir avec son fiancé. Oui, des règles de conduite, martela-t-il. Pour cohabiter pendant 1 mois, nous devons nous organiser. Vous voulez dire, par exemple, pour savoir dans quel ordre on va utiliser la salle de bain? Ne vous en faites pas, le rassura-t-elle avec candeur. Vous pourrez y aller en premier. Moi, je ne travaille pas en ce. Le problème n'est pas là. Je possède plusieurs salles de bain, l'interrompit-il, tout en s'efforçant de chasser l'image importune de Kesey à demi-nu à sa toilette.
Je veux établir clairement ce qui est admis et ce qui ne l'est pas dans la comédie que nous devons jouer. Comme s'ils ne savaient pas aussi bien l'un que l'autre ce qui n'était pas admis dans l'affaire, pensa Kesey, impassible, en luttant pour ne pas montrer à quel point lui pesait la contrainte qui flottait entre eux. Depuis le début du week-end, enfin bon sang, il venait de passer 2 jours sans se toucher, emprisonné dans une suite nuptiale, à recevoir toutes les demi-heures des cartes de félicitations adressées à Madame et Monsieur Carmichael. Par exemple, nous avons tous deux le droit d'utiliser notre temps à notre guise, reprit Adam. Nous ne sommes pas obligés de rester collés l'un à l'autre et de nous tenir compagnie. Bien sûr, acquiesça Kesey. Après être restés si longtemps cloîtrés ensemble, c'est la dernière chose que nous désirons. Alors pourquoi s'était-elle sentie plus vivante durant ce week-end qu'elle ne l'avait été depuis des années? Pour convaincre nos familles que nous sommes vraiment mariés, nous serons tout de même obligés, de temps en temps, d'échanger des caresses et des mots doux, précisa son époux, comme s'il décrivait une forme particulièrement cruelle de torture. Au niveau caresses, nous nous en sommes plutôt bien tirés jusqu'à présent, répondit-elle, décidée à se montrer positive. Je vous apprécie beaucoup, Kesey, répliqua Adam en fronçant les sourcils. Je suis sûr que nous allons très bien nous entendre. Mais vous devez comprendre que tout sera terminé entre nous dès que nous aurons obtenu l'annulation du mariage. Je serais désolé que vous entreteniez le moindre espoir que nous ayons une relation durable. Bon Dieu, subhanahu, pour qui cet homme se prenait-il? Tout cela parce qu'elle avait répondu chaleureusement à ses baisers. En fait, elle y avait répondu comme une chatte en chaleur. Ses baisers avaient eu sur elle un effet dévastateur, loin de tout ce qu'elle avait jamais éprouvé avec Joe. Oui, s'exclama-t-elle en se piquant le doigt avec son aiguille. Elle suça son doigt meurtri, puis, voyant qu'Adam épiait tous ses mouvements, elle reposa son ouvrage. Adam, vous vous embrassez très bien. C'est indéniable, mais d'après ce que j'ai pu observer, vous êtes un obsédé du boulot, incapable de se remettre en question et imperméable aux émotions. Alors je vous conseillerais de ne pas vous montrer la tête, répliqua-t-elle pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Si, par imperméable aux émotions, vous sous-entendez que j'entends n'adorer personne, vous avez sacrément raison, rétorqua-t-il. Elle n'aurait jamais dû lui parler de son idéal. Je ne sais même pas pourquoi nous parlons de ça, esquiva-t-elle en reprenant son point de croix. Nous devons cohabiter pendant 1 mois. Et alors? Ce n'est pas la mer à boire. Je serai tellement discrète que vous arriverez à ignorer ma présence, le rassura-t-elle, tandis qu'il l'observait en train d'effectuer une manœuvre délicate avec son aiguille. Adam remarqua à travers le plateau de verre de la table que sa jupe était largement remontée, découvrant bien plus de peau qu'il n'avait la permission d'en voir. Son t-shirt bleu marine révélait des courbes appétissantes, et elle avait relevé ses cheveux dorés en une queue de cheval lâche qui lui donnait l'air d'une adolescente. Une adolescente très très sexy. Il soupira. Comment arriver à ignorer sa présence? Ils prirent un taxi pour aller du Peabody jusqu'à Germantown, un quartier huppé qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres du centre. En franchissant les grilles en fer forgé de la propriété, Kesey découvrait à travers les vitres du taxi un manoir de style géorgien qui, malgré ses piliers impressionnants, n'en semblait pas moins accueillant. Planté au beau milieu de vastes étendues de gazon et de massifs d'arbustes aux couleurs variées. Je parie que vous ne connaissez même pas vos voisins, murmura-t-elle en remarquant le haut mur de pierre qui clôturait la propriété d'un côté et la large haie de peupliers qui la délimitait de l'autre. Ce ne devait pas être le genre d'endroit où l'on sonnait à votre porte à tout propos pour vous emprunter quelque chose ou vous demander si cela ne vous ennuyait pas de garder les enfants pendant une petite heure. Évidemment que non, se récria Adam. Et si j'apprends en rentrant à la maison que vous avez organisé derrière mon dos un pot de bienvenue ou quoi que ce soit du même style, ce mariage sera instantanément annulé. Pas de voisins, c'est promis, mon amour, ajouta-t-elle à l'intention du chauffeur de taxi dont elle venait de croiser le regard dans le rétroviseur.
D'autre part, si elle pouvait faire un peu enrager Adam, elle n'allait pas s'en priver. Je vais vous faire visiter la maison, puis j'irai au bureau, dit ce dernier en l'aidant à sortir de la voiture, pendant que le chauffeur s'occupait des bagages. Elle le précéda dans une antichambre dont le parquet de chêne luisant embaumait la cire d'abeille, puis il lui fit découvrir le salon. Elle frissonna, la surface de ces deux seules pièces devait bien couvrir la totalité de la maison de son père à Parkvale. Dire qu'elle croyait avoir échappé aux corvées ménagères qui avaient rythmé son existence. Qu'est-ce qui ne va pas s'enquit Adam. La maison est magnifique, répondit-elle en embrassant d'un seul geste les tapis persans, les meubles anciens et les œuvres d'art. Mais quel cauchemar à entretenir. Pensez-y, la prochaine fois que vous chercherez une épouse pour qu'une femme accepte de se charger d'un tel fardeau, il faudrait qu'elle soit ou folle ou masochiste, ou vraiment très bien payée. Adam lui fit les gros yeux en hochant imperceptiblement la tête vers le côté, mais elle saisit trop tard le message. En se retournant, elle se trouva nez à nez avec une femme en tablier, au visage aussi gris que ses cheveux, qui la considérait en pinçant les lèvres avec une expression ouvertement désapprobatrice. Ou une sainte, conclut-elle avec un sourire qui, elle l'espérait, rachèterait ce que ses propos pouvaient avoir de désobligeant. La gouvernante ne lui retourna pas son sourire. Quelle idiote de n'avoir pas pensé tout de suite qu'Adam avait quelqu'un pour tenir sa maison. Je suis désolée, dit-elle, en tendant une main que la femme prit avec réticence. Je ne voulais pas vous blesser. Au contraire, la maison est éblouissante. On voit que vous prenez votre travail très à cœur. Je m'appelle Casey Green, Casey Carmichael. Selma Lowe, répliqua la gouvernante. Je suis ravie de vous rencontrer, Madame Carmichael. Un mensonge est hanté, visiblement. Je vous en prie, Selma, appelez-moi Casey, proposa-t-elle, mais au regard acide que la domestique lui adressa, elle sut que cette suggestion n'avait pas l'heure de lui plaire. Merci, Madame Lowe, vous pouvez disposer, ordonna Adam, et surtout, Casey, l'avertit-il dès que celle-ci fut partie, ne commencez pas à l'asticoter. Cette femme travaille pour moi depuis des années, et je ne veux pas la perdre. C'est la gouvernante la plus efficace de Memphis. Je n'ai jamais asticoté personne, se récria-t-elle, mais c'était peine perdue de discuter avec Adam des avantages comparés de la gentillesse sur l'efficacité. Aussi le suivit-elle à l'étage, où il la fit pénétrer dans une chambre d'amis de style colonial, occupée par un lit de grande taille, recouvert d'un édredon cousu. Les rideaux avaient été largement écartés pour laisser entrer le soleil du matin, et on avait envie d'ôter ses chaussures pour plonger les doigts de pied en éventail dans l'épaisse moquette bleu marine. J'espère que vous vous y plairez, dit-il. C'est ravissant. Où se trouve votre chambre? Adam désigna l'autre bout du palier. Vous n'avez pas peur que Selma, je veux dire Madame Lowe, ne trouve bizarre que nous fassions chambre à part? Demanda-t-elle. Elle ne risque pas d'en parler à votre belle-mère. Madame Lowe et Héloïse se détestent cordialement. Et de plus, Madame Lowe est discrète comme une tombe. C'est elle que vous auriez dû épouser, répliqua-t-elle vivement, avant d'ajouter plus sérieusement, si elle a besoin d'aide, et vous aussi, je serais ravi de... C'est exactement ce que je ne veux pas, la coupa-t-il brusquement. Je ne vous demande absolument rien, hormis de convaincre Héloïse. Ma vie quotidienne est parfaitement organisée, et je ne désire surtout rien y changer. Dès qu'elle se repéra un peu dans les lieux, il marmonna quelque chose au sujet de son travail et fila. 5 minutes plus tard, elle vit un coupé rouge, Aston Martin DB9, passer les grilles de la propriété. Elle connaissait le nom de cette voiture parce que celle-ci incarnait le fantasme absolu de Joe en matière automobile. Comment imaginer qu'un maniaque aussi prévisible qu'Adam Carmichael puisse en posséder une? Si cette Aston Martin ne présentait pas la sublimation de son désir refoulé de devenir coureur automobile, elle était prête à manger son premier manuel de psychologie. Redescendue au rez-de-chaussée, elle y découvrit un salon plus intime que le premier, où elle prit le journal du matin qui reposait, bien plié sur une table basse. Aussitôt, une manchette lui sauta aux yeux, l'uni d'amour du couple vedette de la télé au Peabody. Elle se renfrogna et se mit à parcourir l'article
aussi racoleur que sans titre. Adam et Casey Carmichael, le couple le plus sexy de Memphis, sont restés cloîtrés tout le week-end dans la suite Roméo et Juliette de l'hôtel Peabody, où ils se sont fait monter tout leur repas, composé essentiellement d'huîtres et de champagne, réputé aphrodisiaque. Au dire du personnel du palace, ils auraient même débranché le téléphone. Un des employés décrit d'ailleurs les Carmichael comme visiblement très amoureux. Combien pétants ces gens pour raconter tous ces mensonges, s'exclama-t-elle, dégoûtée en jetant le journal par terre dans un geste d'humeur. Vous avez dit quelque chose, madame Carmichael? Elle sursauta, car elle n'avait pas entendu l'approche feutrée de la sinistre gouvernante. Celle-ci, après s'être penchée pour ramasser le journal, le replia soigneusement, avec des mouvements précis et mécaniques, qui n'avaient d'autre intention que de la culpabiliser, en pure perte. Casey se sentait en revanche désolé pour la pauvre Madame Lowe, dont elle devinait qu'elle se croyait menacée dans ses fonctions, redoutant que la nouvelle Madame Carmichael ne veuille imposer sa propre domesticité. Elle aurait bien voulu lui dire qu'elle pouvait se détendre, puisqu'elle ne devait rester qu'un mois, mais Adam ne lui avait donné aucune instruction sur ce qu'elle pouvait livrer ou non de leur secret à la gouvernante. Pour le dîner, j'ai prévu de préparer du steak en sauce, l'informa celle-ci. Ah, très bien, déclara Casey en réprimant son dégoût. Elle n'allait pas commencer son séjour en désavouant les choix de la parfaite femme de charge d'Adam. Celle-ci risquait cependant d'être encore plus vexée, réfléchit-elle, quand elle constaterait que sa nouvelle patronne n'avait pas touché au plat ruisselant de graisse posé devant elle. Oh, madame Lowe, il fait si chaud aujourd'hui. Je ne sais pas, mais peut-être pourriez-vous nous préparer quelque chose de plus léger? Une salade au poulet, par exemple? Comme il vous plaira, madame, répondit la femme en s'esquivant de la pièce. Ouf! Une crise culinaire majeure avait été évitée de peu.